Que feriez-vous si vous attrapiez un tueur en série qui a tué votre propre enfant? Vous seriez furieux, n'est-ce pas? Vous voudriez lui faire subir des choses inimaginables. C'est ce que ses pères ont eu l'occasion de faire. L'un d'eux a littéralement traversé les frontières pour kidnapper l'assassin de sa fille, tandis qu'un autre a tué l'agresseur de son fils en pleine rue. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer à quoi ressemble la vengeance d'un père. André Bamberski. André Bamberski était un père dévoué et un comptable respecté vivant en France, dont la vie tournait autour de sa fille bien-aimée, Kalinka. Née en 1968, Kalinka était une fille brillante et pleine de vie. Malgré la séparation d'André et de sa femme, Danielle Gonin, ils ont maintenu une relation cordiale pour le bien de leurs enfants, Kalinka et son frère Nicolas. À la fin des années 1970, Daniel a épousé Dieter Krombach, un cardiologue allemand. Bien qu'André ait des réserves à l'égard de Krombach, il fait confiance au jugement de Daniel. Au cours de l'été 1982, Kalinka, âgée de 14 ans, se rend en Allemagne pour passer ses vacances avec sa mère et son beau-père. Mais le 10 juillet, André reçoit une nouvelle dévastatrice. Kalinka est morte subitement. Krombach a prétendu que Kalinka avait été victime d'une crise cardiaque et qu'il avait tenté en vain de la ranimer à l'aide d'injections. Cependant, l'autopsie a révélé des faits troublants, des signes d'agression sexuelle, des blessures inexpliquées et la présence d'une substance mystérieuse dans l'organisme de la jeune femme. Malgré ces découvertes, les autorités allemandes ont rapidement classé l'affaire, jugeant la mort accidentelle, ce qui a plongé André dans l'incrédulité et la colère. Convaincu de la culpabilité de Krombach, André ne voulait pas laisser l'affaire se terminer tant qu'il n'aurait pas obtenu justice pour sa fille. Il a rassemblé des preuves, notamment des témoignages d'autres femmes qui accusaient Krombach de crimes similaires. En 1995, un tribunal français a condamné Krombach par contumace pour le viol et le meurtre de Kalinka, lui infligeant une peine de 15 ans de prison. Cependant, l'Allemagne a refusé d'extrader Krombach, invoquant l'absence de nouvelles preuves. Ce refus est un coup dur pour André, qui se sent de plus en plus désespéré et désillusionné par le système judiciaire. Sans se décourager, André a lancé des campagnes médiatiques, donné des interviews et écrit des lettres à des organisations internationales de défense des droits de l'homme pour attirer l'attention sur le cas de sa fille. Malgré ses efforts inlassables, les années passent sans que rien ne bouge. La frustration grandissant, André a envisagé de prendre les choses en main. En 2009, il a élaboré un plan pour kidnapper Krombach et l'amener en France pour qu'il y soit jugé. Le 17 octobre 2009, le plan d'André a été mis à exécution. Krombach a été enlevé à son domicile en Allemagne et transporté en France, où il a été retrouvé ligoté et bâillonné à l'extérieur d'un tribunal à Mulhouse. La police française a rapidement arrêté André, qui a admis avoir orchestré l'enlèvement, affirmant qu'il n'avait pas d'autre choix que de s'assurer que Krombach soit traduit en justice pour la mort de Kalinka. Les actions d'André ont été à la fois condamnées et célébrées, attirant l'attention des médias et du public. Certains ont vu en lui un père désespéré en quête de justice, tandis que d'autres l'ont considéré comme un justicier. Son histoire symbolise ce qu'un parent est prêt à faire pour son enfant, comme en témoignent les batailles juridiques et les frustrations auxquelles il a dû faire face au fil des ans. Gary Plauché. Au début des années 1980, Gary Plauché était un père dévoué vivant à Bâton Rouge, en Louisiane, avec son jeune fils, Jody Plauché. Leur vie a pris un tournant sombre lorsque Jeff Doucet, l'instructeur de karaté en qui Jody avait confiance, a trahi cette confiance de la manière la plus horrible qui soit. Jeff Doucet était une figure appréciée de la communauté, connu pour son charisme et son dévouement apparent envers les enfants auxquels il enseignait. La famille Plauché, comme beaucoup d'autres, voyait en lui une influence positive. En février 1984, Doucet brise cette image en kidnappant Jody, 11 ans. Sous prétexte d'un voyage, Doucet a emmené Jody de Bâton Rouge à un motel d'Anaheim, en Californie, où il l'a soumis à des sévices inimaginables pendant plus d'une semaine. L'enlèvement a déclenché des recherches massives, attirant l'attention du pays et impliquant le FBI. La famille Plauché endure des jours d'angoisse jusqu'à ce que le FBI retrouve la trace d'un appel téléphonique passé par Doucet, ce qui les conduit au motel. Le 1er mars 1984, les forces de l'ordre ont pris d'assaut la chambre, sauvé Jody et arrêté Doucet. Le soulagement que procure le sauvetage de Jody est tempéré par le traumatisme qu'il a subi. De retour à Bâton Rouge, le soulagement de la communauté se mêle à l'indignation lorsque Doucet est extradé pour faire face aux accusations. La procédure judiciaire est lente et la charge émotionnelle de la famille Plauché est immense. Gary Plauché, en particulier, était rongé par la rage et l'impuissance, tourmenté par l'idée d'affronter Doucet au tribunal. Le 16 mars 1984, alors que Doucet est escorté à l'aéroport métropolitain de Bâton Rouge, Gary Plauché prend une décision fatidique. Déguisé avec une casquette de baseball et des lunettes de soleil, il attend près d'un banc de téléphone public. L'aéroport est envahi par les journalistes et les badauds lorsque Doucet, encadré par des officiers, est conduit à travers le terminal.
dans un moment soudain et dramatique, Gary a sorti un revolver de calibre 38 et a tiré une seule fois sur la tête de Doucet. L'incident a été filmé en direct à la télévision, montrant Doucet s'effondrant sur le sol alors que le sang s'accumule autour de lui. L'image choquante a été diffusée à plusieurs reprises, laissant les téléspectateurs incrédules. Les forces de l'ordre ont rapidement maîtrisé Gary et l'ont arrêté sur le champ. La réaction du public a été rapide et intense, beaucoup sympathisant avec Gary, voyant dans son acte une tentative désespérée de demander justice pour son fils. Gary Plauché a finalement été accusé d'homicide involontaire. Ces actes ont déclenché un débat houleux sur la justice et la rétribution. David Barajas. L'affaire David Barajas est l'histoire tragique et controversée d'un père qui cherche à obtenir une justice immédiate pour la mort de son fils. Le 7 décembre 2012, David Barajas et ses deux fils, David Jr. et Caleb, poussaient leur camion en panne sur une route rurale près d'Alvin, au Texas, lorsqu'un conducteur ivre, José Banda, les a percutés. La collision a tué sur le coup Caleb, 11 ans, et a gravement blessé David Jr., 12 ans. Accablé de chagrin et de colère, David Barajas Sr. aurait pris les choses en main. Selon les procureurs, après l'accident, Barajas s'est rendu chez lui, a récupéré une arme et est revenu sur les lieux. Il a alors tiré sur José Banda et l'a tué. Ce dernier a été retrouvé mort dans sa voiture avec de multiples blessures par balle. La communauté était divisée sur la question de savoir si les actions de Barajas étaient celles d'un père en deuil cherchant à se venger immédiatement ou un acte de meurtre prémédité. Barajas a été arrêté et accusé de meurtre. Le procès a débuté en 2014 et a été largement médiatisé. La défense de Barajas a fait valoir qu'il n'y avait pas de preuves physiques le reliant à la fusillade. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée et les tests de résidus de poudre effectués sur Barajas n'ont pas été concluants. La défense a soutenu que Barajas était simplement un père désemparé qui avait perdu son fils dans un accident tragique. Au cours du procès, l'accusation a dû faire face à d'importantes difficultés. Elle n'a pas pu produire de témoins oculaires ayant vu Barajas tirer sur Banda, et aucune empreinte digitale ou preuve d'ADN n'a permis de relier Barajas au crime. En outre, plusieurs témoins de moralité ont témoigné de la nature pacifique de Barajas et de ses valeurs familiales fortes, le décrivant comme un père dévoué plutôt que comme un justicier vengeur. Le jury a finalement déclaré David Barajas non coupable de meurtre. Le verdict a suscité des réactions mitigées. Certains ont estimé que justice avait été rendue, considérant Barajas comme un père ayant agi sous le coup d'un chagrin et d'un stress inimaginables. D'autres ont estimé que l'absence de preuves avait permis à un meurtrier de rester en liberté, ce qui mettait en évidence les failles du système judiciaire. Van Terry. En juin 2015, une salle d'audience de Cleveland a été le théâtre d'un puissant moment d'émotion brute lorsque Van Terry a affronté Michael Madison, l'homme condamné pour le meurtre de sa fille adolescente, Shirelda Terry. Cela s'est produit lors de l'audience de condamnation de Madison, un tueur en série dont les crimes ont choqué la nation. Madison, un délinquant sexuel condamné, avait attiré et tué 3 femmes, dont Shirelda. La douleur et la colère palpable de Van Terry lors de sa confrontation ont laissé une impression durable sur toutes les personnes présentes. La vie de Michael Madison a été marquée par l'instabilité et des démêlés précoces avec la justice. Né en 1977, il a grandi à East Cleveland, une ville qui est devenue plus tard la toile de fond de ses crimes horribles. Le casier judiciaire de Madison commence dès l'adolescence, avec des arrestations pour possession de drogue et délits mineurs. En 2002, il a été condamné pour tentative de viol et a passé 4 ans en prison, ce qui lui a valu d'être enregistré comme délinquant sexuel. Malgré cela, Madison a réussi à échapper à toute surveillance, ce qui lui a permis de poursuivre son comportement de prédateur. Les crimes de Madison ont été découverts en juillet 2013, lorsqu'une odeur nauséabonde provenant de son domicile à East Cleveland a conduit les autorités à enquêter. Elles ont trouvé les corps en décomposition de 3 femmes, Angela Deskins, Shetisha Shealy et Shirelda Terry. Chacune des victimes avait été attirée, trahie et assassinée par Madison, qui avait profité de leur confiance et de leur vulnérabilité. Angela Deskins, 28 ans, avait disparu depuis plusieurs jours. Shetisha Shealy, également âgée d'une vingtaine d'années, avait disparu depuis des mois. Et Shirelda Terry, 18 ans, avait été vue pour la dernière fois alors qu'elle quittait son travail d'été. Les voisins de Madison ont été choqués, incapables de réconcilier l'homme tranquille qu'ils connaissaient avec le monstre qui avait commis de telles atrocités. L'arrestation de Madison a apporté un certain soulagement à la communauté, mais a marqué le début d'un parcours douloureux pour les familles des victimes. Van Terry, en particulier, a été dévasté par la perte de sa fille Shirelda, une jeune femme brillante qui rêvait de devenir infirmière. Sa vie a été brutalement interrompue par les actes de Madison, laissant un vide dans sa famille. Le procès de Michael Madison s'est ouvert en avril 2015, attirant l'attention des médias. L'accusation a présenté des preuves accablantes,
notamment des échantillons d'ADN et des témoignages, tandis que la défense s'est efforcée de trouver des circonstances atténuantes. Les témoignages émouvants des familles et des victimes, dont Van Terry, ont mis en lumière l'impact dévastateur des crimes de Madison. La charge émotionnelle du procès a été évidente lorsque les familles ont raconté l'avenir radieux de leurs proches et les vides laissés par leur mort. Tout au long du procès, Madison est resté sans émotion, ce qui a aggravé l'angoisse des familles des victimes. Le jury a rendu un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'accusation, après plusieurs heures de délibération. Pendant la phase de détermination de la peine, la confrontation de Van Terry avec Madison est devenue un moment mémorable et déchirant, montrant l'émotion brute et le désespoir d'un père pour la justice. Le juge a finalement condamné Madison à la peine de mort, ce qui a permis aux familles des victimes de tourner la page. Cependant, les cicatrices émotionnelles et les souvenirs de leurs proches disparus continueront à les hanter. Le procès de Michael Madison a été un voyage éprouvant à travers la cruauté humaine et la force durable de ceux qui restent. Antonio Hughes. Dans une scène d'audience dramatique et chargée d'émotions, Antonio Hughes, le père de Nilo Latimore, a attaqué Decian Brown, qui est accusé d'avoir assassiné la mère de Nilo et d'avoir jeté l'enfant dans la rivière Ohio. L'incident s'est produit lors d'une audience de requête pour Brown, qui doit répondre de graves accusations liées à ces crimes odieux. Hughes, submergé par le chagrin et la colère, s'est jeté sur Brown dans la salle d'audience, entraînant une altercation physique. L'attaque soudaine a pris tout le monde par surprise et la sécurité du tribunal est rapidement intervenue pour séparer les deux hommes. Hughes a été immédiatement placé en garde à vue et reconnu coupable d'outrage au tribunal pour ses actes. Il a été condamné à 7 jours de prison. Le poids émotionnel de la perte de son fils et la nature horrible du crime ont sans aucun doute contribué à l'emportement de M. Hughes. L'attaque du tribunal a mis en évidence la douleur et la frustration intense ressenties par les familles des victimes dans des circonstances aussi tragiques. Cependant, le juge a décidé de libérer Hughes 3 jours plus tôt, reconnaissant ainsi l'immense pression émotionnelle qu'il subissait. Cette décision reflète probablement un certain degré de compassion pour Hughes, qui, malgré sa réaction violente, est lui-même une victime aux prises avec une perte inimaginable. Decian Brown, la cible de l'attaque de Hughes, a été accusé d'un double crime brutal. Il a poignardé à mort la mère de Nilo et s'est ensuite débarrassé du jeune enfant dans la rivière Ohio. Ces accusations brossent un tableau sombre des événements qui ont conduit à la confrontation au tribunal et soulignent la gravité des accusations portées contre Brown. L'agression d'Antonio Hughes dans la salle d'audience rappelle les profondes cicatrices émotionnelles laissées par les crimes violents et les manières parfois imprévisibles dont le chagrin et la colère peuvent se manifester. Le système judiciaire, tout en faisant respecter la loi, fait parfois preuve d'indulgence en reconnaissant l'élément humain qui se cache derrière de tels débordements. Willie Fields, SNR. Dans la petite ville d'Orangeburg, en Caroline du Sud, une tragédie s'est déroulée qui a changé à jamais la vie de 2 familles. Tout a commencé par une journée fatidique d'août 2019, lorsque Willie Antoine Fields, 18 ans, a terminé son service chez Chick-fil-A et a disparu. Sa famille a signalé sa disparition après qu'il ne soit pas rentré chez lui, ce qui a déclenché des recherches frénétiques. Les recherches se sont soldées par un déchirement lorsque la mère de Willie a découvert son véhicule abandonné sur Rosewood Drive. Des taches de sang à l'intérieur de la voiture ont donné l'alerte, ce qui a conduit les enquêteurs à fouiller les bois avoisinants. C'est là qu'ils ont trouvé le corps sans vie de Willie, marqué par des blessures par balle à la tête et dans le dos. La communauté est stupéfaite et la famille Fields est dévastée. L'enquête a rapidement pointé du doigt 2 frères, Lindy Lamont Jones, alors âgé de 19 ans, et son frère cadet, Jalen Devanere Jones, âgé de 18 ans. Les autorités ont arrêté Lindy Jones, qui a rapidement avoué le meurtre. Il a admis avoir tiré sur Willie et, avec son frère, s'être débarrassé du corps dans les bois. Malgré ses aveux, le mobile de ce meurtre brutal reste un mystère. Au fur et à mesure que l'affaire se déroule devant les tribunaux, les tensions sont vives. Lors d'une audience en juillet 2022, les émotions ont débordé. Le père de Willie Fields, Willie Clay Fields, submergé par le chagrin et la colère, a attaqué Lindy Jones dans la salle d'audience. La confrontation a été dramatique. Le père éploré plaquant Lindy Jones au sol avant d'être maîtrisé par des officiers de justice. Après l'agression, Fields a été placé en garde à vue par le bureau du shérif du comté d'Orangeburg, puis libéré sous caution. Jones, bien que désigné comme victime dans ce scénario, n'a pas souhaité engager de poursuite à l'encontre de Fields. Justin Bamberg, l'avocat de Fields, a publié une déclaration dans laquelle il exprime les remords de la famille pour cet incident et demande des prières et du soutien en cette période difficile. Bamberg a souligné que Fields, qui pleure la perte de son fils, n'est pas un criminel, mais plutôt une victime de la violence qui sévit dans les communautés. Les membres de la famille, dont James Fields, le cousin de Willie Antoine Fields,
ont exprimé leur soutien et leur prière à Willie Clay Fields et au reste de la famille. James Fields a décrit Willie Antoine Fields comme un jeune homme aimant et facile à vivre, à l'avenir prometteur. Mark Lunsford. Dans la nuit du 23 février 2005, la ville tranquille de Homosassa, en Floride, a été plongée dans un cauchemar. Jessica Lunsford, 9 ans, connue pour son amour du rose, est allée se coucher dans le mobile home de sa famille. Son père, Mark Lunsford, l'a embrassée pour lui souhaiter bonne nuit, sans savoir que c'était la dernière fois qu'il voyait sa fille en vie. Au petit matin, John Couey, un délinquant sexuel condamné âgé de 51 ans, s'est glissé dans la maison des Lunsford. Couey, qui vivait à proximité dans une caravane avec sa demi-sœur, avait un lourd passé criminel. Il a enlevé Jessica de son lit et l'a emmenée dans sa caravane. L'enlèvement a été rapide et silencieux, ne laissant aucun signe immédiat de lutte. Lorsque Mark Lunsford s'est réveillé, Jessica avait déjà disparu. L'enquête s'est rapidement concentrée sur Couey en raison de ses antécédents criminels et de sa proximité avec le domicile des Lunsford. Bien que Couey ait d'abord nié son implication, des incohérences dans ses déclarations ont éveillé les soupçons. Le 17 mars 2005, il a été arrêté pour avoir omis de s'inscrire au registre des délinquants sexuels. Au cours de l'interrogatoire, Couey a avoué avoir enlevé et tué Jessica. Il a révélé qu'il l'avait gardée captive pendant plusieurs jours avant de l'enterrer vivante dans une fosse peu profonde. Le 7 mars 2007, M. Couey a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, d'enlèvement et d'agression sexuelle. Le verdict a suscité un mélange de soulagement et de tristesse dans la salle d'audience. Pour la famille Lunsford, ce fut un moment de justice doux amère. Au cours de la phase de détermination de la peine, l'accusation a plaidé en faveur de la peine de mort, soulignant la nature brutale du crime. La défense a plaidé pour la clémence, citant les problèmes de santé mentale et le faible quotient intellectuel de M. Couey. Cependant, le jury a recommandé la peine de mort et le juge Rick Howard a condamné Couey à la peine capitale le 14 mars 2007. Couey a été envoyé dans le couloir de la mort en Floride, mais il est décédé de cause naturelle le 30 septembre 2009, avant son exécution. La perte tragique de Jessica a mis le feu aux poudres chez son père, Mark Lunsford, qui s'est mis à plaider sans relâche en faveur de lois plus strictes pour protéger les enfants des prédateurs sexuels. Ces efforts ont abouti à la création de la Loi de Jessica, un texte législatif historique qui a eu un impact profond sur la société. En défendant sa cause, Mark Lunsford a canalisé son chagrin pour s'assurer qu'aucun autre enfant ne subisse le même sort que Jessica. Paul Holes est le tueur de l'État de Golden. Imaginez un criminel si insaisissable qu'il a échappé à toute capture pendant plus de 40 ans, semant la terreur dans toute la Californie. C'est l'histoire du Golden State Killer, responsable d'au moins 50 viols et 13 meurtres. Mais cette histoire n'est pas seulement celle de ses crimes horribles, c'est aussi celle de Paul Holes, l'enquêteur acharné qui l'a traduit en justice grâce à des techniques médico-légales révolutionnaires et à une détermination sans faille. Le tueur de l'État d'or s'introduisait dans les maisons, souvent en ciblant les couples, et soumettait ses victimes à des heures de tourments psychologiques et physiques. Son mode opératoire consistait à ligoter ses victimes, à saccager leur maison et à commettre des agressions sexuelles brutales. L'audace et la planification méticuleuse de ces attaques ont laissé les forces de l'ordre perplexes et la communauté effrayée. L'enquête initiale sur le violeur de la région Est a nécessité une collaboration étroite entre les services de police de plusieurs juridictions. Malgré leurs efforts, le violeur semblait toujours avoir une longueur d'avance, repérant méticuleusement les cibles et échappant à la capture. Certains ont émis l'hypothèse qu'il avait un passé dans les forces de l'ordre ou dans l'armée. En 1978, l'affaire a pris une tournure plus sombre avec le meurtre de Brian et Katie Maggiore à Rancho Cordova, marquant l'escalade du violeur vers le meurtre. Initialement sans lien avec le violeur d'East Area, des similitudes dans le mode opératoire ont finalement permis de relier les deux crimes. Le Golden State Killer, également connu sous le nom de Original Night Stalker, traqueur nocturne, matraquait souvent ses victimes à mort après une agression sexuelle, ce qui a fait de cette affaire l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire de la Californie. Malgré des efforts considérables, le Golden State Killer est resté insaisissable. Les enquêteurs ont recueilli de nombreux éléments de preuve, notamment des échantillons d'ADN. Mais la technologie de l'époque ne permettait pas d'établir une correspondance définitive. L'affaire s'est enlisée, mais les victimes et leurs familles n'ont jamais perdu espoir. Au début des années 1990, les progrès de la technologie de l'ADN ont permis d'établir un lien entre plusieurs crimes, confirmant que le violeur de l'East Area et le premier harceleur de la nuit étaient la même personne. Cette révélation a relancé l'enquête, mais l'identité du tueur est restée un mystère. C'est là qu'entre en scène Paul Holes, un jeune enquêteur du bureau du shérif du comté de Contra Costa. Intéressé par les affaires non résolues et doté d'une formation en médecine légale, Paul Holes a méticuleusement examiné les preuves, à la recherche d'indices négligés. Son dévouement et son approche novatrice
ont permis de résoudre l'affaire. La grande avancée de Halls a eu lieu en 2001 avec un échantillon d'ADN préservé qui a permis d'établir le profil génétique du tueur. Bien qu'il n'y ait aucune correspondance dans les bases de données criminelles, M. Halls savait que l'ADN était la clé pour résoudre l'affaire. En 2013, il a exploré la généalogie génétique, en comparant l'ADN prélevé sur les scènes de crime aux bases de données publiques utilisées pour la recherche d'ancêtres. En collaboration avec la généalogiste Barbara Rae-Venter, Halls a téléchargé le profil ADN du Golden State Killer dans des bases de données généalogiques publiques. Début 2018, ils ont identifié un parent éloigné, ce qui leur a permis de remonter jusqu'à Joseph James DeAngelo, un ancien policier. Les preuves ADN étaient irréfutables. Le 24 avril 2018, Joseph James DeAngelo a été arrêté et inculpé de plusieurs chefs d'accusation de meurtre et de viol. L'arrestation a provoqué une onde de choc dans tout le pays, et le rôle de Halls dans l'enquête a été largement célébré. Le Golden State Killer, qui avait échappé aux forces de l'ordre pendant plus de 40 ans, était enfin derrière les barreaux. John Walsh. Après l'enlèvement et le meurtre brutal de son fils Adam, âgé de 6 ans, en 1981, John Walsh a canalisé son chagrin dans une croisade implacable pour la justice. Il est devenu le visage de America's Most Wanted, une émission télévisée révolutionnaire qui a permis de capturer plus de 1000 fugitifs, dont certains des prédateurs les plus dangereux. La vie de John et Reve Walsh semblait parfaite avec la naissance de leur fils, Adam, le 14 novembre 1974. Adam était un enfant brillant et énergique qui apportait une immense joie à leur vie. Cependant, leur monde a été bouleversé le 27 juillet 1981, lorsqu'Adam, âgé de 6 ans, a été enlevé dans un grand magasin Sears du centre commercial d'Hollywood. Ce jour-là, Reve a emmené Adam au centre commercial pour une banale séance de shopping. Pendant qu'elle faisait ses courses, Adam a demandé à regarder des garçons plus âgés jouer à un jeu vidéo dans un kiosque voisin. Reve accepte, pensant qu'il n'y a pas de danger pour quelques minutes. Lorsqu'elle est revenue, Adam avait disparu. Malgré des recherches et des appels frénétiques, Adam avait disparu sans laisser de traces. La recherche d'Adam a été immédiate et intense. Les forces de l'ordre local, les bénévoles et les médias ont uni leurs forces, distribuant des prospectus et diffusant largement l'histoire d'Adam. La famille Walsh s'accroche à l'espoir, mais ses pires craintes se réalisent 2 semaines plus tard, lorsque la tête coupée d'Adam est retrouvée dans un canal de drainage à plus de 100 km du centre commercial. Son corps n'a jamais été retrouvé. L'enlèvement et le meurtre d'Adam ont choqué la nation, suscitant l'indignation générale et des appels à la justice. Dévasté mais déterminé, John Walsh a canalisé son chagrin dans la défense des enfants disparus et des droits des victimes. En 1981, il a créé avec Reve l'Adam Walsh Child Resource Center pour promouvoir la réforme législative et la sensibilisation du public aux enlèvements d'enfants. Le plaidoyer de John Walsh a attiré l'attention nationale, ce qui a conduit à la création de l'émission America's Most Wanted, qui exploite le pouvoir des médias pour capturer les fugitifs. L'émission a permis de résoudre des affaires très médiatisées, telles que la capture de John List et de Richard Steve Goldberg. John List, qui a assassiné toute sa famille en 1971 et a vécu sous une fausse identité pendant 18 ans, a été capturé en 1989 après que l'émission America's Most Wanted a diffusé un reportage sur lui. Un buste en fonction de l'âge, créé par le sculpteur médico-légal Frank Bender, a été signalé par un téléspectateur, ce qui a permis l'arrestation de List. Dans une autre affaire choquante, le tueur en série et violeur Richard Steve Goldberg, qui figure sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI, a été capturé en 2006 à la suite d'une séquence de l'émission. Un téléspectateur canadien a informé les autorités, ce qui a conduit à l'arrestation de Goldberg et à sa condamnation à perpétuité. Le succès de l'émission s'est étendu à l'international. En 2008, America's Most Wanted a joué un rôle crucial dans la capture de César Lorian, un marine américain qui s'était réfugié au Mexique après avoir assassiné une collègue enceinte. Les conseils des téléspectateurs ont permis son arrestation par les autorités mexicaines et son extradition vers les États-Unis, où il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La transformation par John Walsh d'une tragédie personnelle en une mission de justice a laissé une marque indélébile sur les efforts de lutte contre la criminalité, faisant de lui une figure éminente de la défense des victimes et de la capture des criminels. Marianne Bachmeier. Née en 1950 dans l'Allemagne de l'après-guerre, elle a été confrontée à de nombreux défis qui ont façonné son caractère bien trempé. Son enfance a été marquée par l'instabilité, le mariage tumultueux de ses parents s'étant soldé par un divorce, laissant Marianne et ses frères et sœurs aux prises avec une dynamique familiale fracturée. Déterminée à se créer une vie meilleure, elle a quitté le domicile familial à un jeune âge et a occupé divers emplois pour subvenir à ses besoins. Au début de la vingtaine, Marianne a épousé Dieter Bachmeier et, en 1973, ils ont eu une fille, Anna.
Malgré la séparation avec Dieter, Marianne est restée une mère célibataire dévouée, travaillant sans relâche pour subvenir aux besoins d'Anna et entretenant un lien fort avec elle. Anna était une enfant brillante et joyeuse, appréciée de ses camarades et de ses professeurs. Et sa mère était très fière d'elle. Tragiquement, le 5 mai 1980, Anna est partie chez ses voisins et n'est jamais revenue. Après des heures de recherche frénétique, les pires craintes de Marianne se sont confirmées lorsque le corps sans vie d'Anna a été découvert dans une boîte en carton. L'enquête a rapidement conduit à Klaus Grabowski, un délinquant sexuel de 43 ans, ayant des antécédents d'abus sexuels sur des enfants. Grabowski avait attiré Anna chez lui, l'avait étranglée avec le collant de sa fiancée et s'était débarrassé de son corps. La brutalité du crime a dévasté Marianne et choqué la communauté. Le procès de Klaus Grabowski s'est ouvert le 6 mars 1981 à Lübeck, en Allemagne de l'Ouest. Marianne y assiste tous les jours, souvenir obsédant de la tragédie. Elle était assise à quelques mètres de l'homme qui avait brutalement ôté la vie à sa fille, endurant les détails atroces du meurtre d'Anna et l'attitude dénuée de remords de Grabowski. L'accusation a présenté un dossier convaincant et il semblait certain que Grabowski serait condamné. Cependant, le procès a été très émouvant pour Marianne, qui a eu du mal à contenir sa fureur lorsque la défense a tenté d'atténuer les actions de Grabowski, le décrivant comme une victime des circonstances. Cela n'a fait qu'accroître la colère de Marianne, dont l'état émotionnel est devenu de plus en plus fragile. Le troisième jour du procès, le 8 mars 1981, Marianne atteint son point de rupture. Comme l'a déclaré Grabowski, elle a ressenti une poussée de rage qu'elle ne pouvait plus contenir. Elle avait introduit clandestinement un pistolet de petit calibre dans la salle d'audience et, dans un moment de désespoir, elle s'est levée et a tiré 7 coups de feu sur Grabowski, le touchant 6 fois et le tuant sur le coup. La salle d'audience est plongée dans le chaos et Marianne est immédiatement arrêtée. La fusillade a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, déclenchant un débat houleux sur la justice et la moralité. Les médias ont surnommé Marianne la mère vengeresse. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes sur votre écran.